Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch. 28 000 personnes ont introduit une demande d'asile en Belgique l'an dernier. En plus de ce chiffre, il y a également les migrants en transit qui doivent parfois trouver refuge dans les lieux publics comme le parc Maximilien. Une situation difficile à laquelle des volontaires tentent d'apporter des solutions. Sur Facebook, la plateforme citoyenne bruxelloise de soutien aux réfugiés compte 55 000 membres. Mais au fond, qui sont ces hommes et ces femmes bénévoles et pourquoi se mobilisent-ils? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Antoine Roblin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez étudié la sociologie et la psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles. Et au cours de votre thèse, vous vous êtes intéressé aux difficultés qu'avaient les migrants pour s'adapter à une nouvelle culture. Et c'est là véritablement que l'entourage, vraiment le réseau, prend toute son importance. Avoir des gens sur lesquels on peut compter, qui nous aident et qui au fond nous aident à avoir confiance en nous. Je vous laisse justement nous présenter celles et ceux qui apportent leur soutien aux réfugiés et je vous retrouve juste après pour quelques questions. Bon pitch. C'était un jour en octobre 2015. Il y a un ami qui m'a dit « il faut absolument que tu ailles voir ce qui s'y passe ». Alors j'ai pris le bus jusqu'à la gare du Nord et j'ai descendu les quelques marches et les quelques mètres qui la séparent du parc Maximilien. Et là j'ai vu de nombreux demandeurs d'asile, mais aussi de nombreux bénévoles. Des personnes qui apportaient leur aide, qui portaient des sacs de vêtements, des infirmiers, des médecins qui procuraient les premiers soins. Et il y avait là vraiment une effervescence qui, en tant que citoyen, mais aussi en tant que chercheur, me posait des questions. Pourquoi, comment, en fait, qui sont ces personnes qui ont décidé de ne pas juste penser un problème, mais qui ont agi et qui se sont mobilisées? Peut-être qu'en fait, ces questions, vous les êtes déjà posées vous-même. Peut-être que vous vous êtes déjà mobilisé, peut-être que vous avez participé à des manifestations avec des personnes qui partagent les mêmes opinions que vous. Peut-être que vous avez même déjà participé à des mouvements d'aide pour les plus démunis, comme dans le cadre du parc Maximilien. Ces dernières années, on a eu toute une série de mouvements sociaux qui ont eu une ampleur relativement importante. On peut penser à la question des gilets jaunes, à la question des luttes pour le climat ou des luttes sociales. Et toutes ces mobilisations-là ont surpris par leur ampleur et ont posé une et même question. Mais pourquoi? Comment ça se fait que des personnes vont être amenées à venir dans la rue pour montrer leurs opinions? Alors, ces questions-là, on se les posait, nous nous sommes posés ça avec des collègues. Et on a cherché à mieux comprendre quelles raisons poussaient les individus à apporter leur aide aux migrants, à apporter leur aide ou alors à revendiquer des droits pour eux, comme dans le cadre de manifestations. Alors on a été à la rencontre de ces personnes et on les a interviewées. Et de cette enquête-là, on a pu déduire toute une série de facteurs explicatifs, toute une série d'éléments qui amènent les gens à se mobiliser. Et dans les prochaines minutes, j'aimerais vous parler de 3 facteurs particulièrement importants. Alors, bien évidemment, les gens vont se mobiliser pour des questions qui les touchent, pour des questions qui sont émotionnellement importantes pour eux. C'est les émotions. Ensuite, ils vont se mobiliser dans des actions qui ont un impact ou qui pensent pouvoir avoir un impact. Et enfin, et c'est peut-être moins évident et pourtant tout aussi important, le réseau social et l'environnement très proche des individus va jouer un rôle important. Alors, premièrement, les émotions. Vous vous rappelez peut-être de cette photo largement diffusée, médiatisée en 2015, cette photo d'un petit enfant mort, noyé en Méditerranée, tentant de rejoindre les côtes européennes. Cette photo, elle avait suscité un grand émoi à travers l'Europe, entre colère, indignation et empathie. Ces émotions-là sont vraiment le déclencheur de l'action. Et c'est d'ailleurs le cas pour les mobilisations autour du parc Maximilien en 2015. Mais être en colère, être indigné, empathique, ne suffit pas à notre engagement. On a besoin, d'autant que ces émotions ont tendance à disparaître au cours du temps, on a besoin qu'en fait cet engagement-là, il soit efficace, il soit un peu rationnel. Il faut qu'il puisse atteindre les buts que l'on se pose. Alors, manifester, en fait, n'a de sens que si on pense que ça peut avoir une influence sur les choses, une influence sur l'opinion publique ou sur les politiques. En donnant une aide humanitaire, comme au parc Maximilien, les effets de cette aide sont directement visibles, j'aide et ça se voit. Ensuite,
le rôle de l'environnement social. Parce qu'au-delà des émotions, au-delà de la raison, on se mobilise rarement seul. On se réfère souvent à notre environnement social. Et cet environnement social, pour toute une série de raisons, va avoir un impact important dans notre mobilisation. Alors, quand on a été à la rencontre des personnes qui étaient mobilisées, on leur a posé un petit exercice. Et cet exercice-là, j'ai envie de le faire avec vous aussi. Alors, je vais vous inviter à réfléchir à 5 personnes. 5 personnes qui sont particulièrement importantes pour vous. 5 personnes sur lesquelles vous comptez particulièrement. Au-delà de la famille, il y a évidemment les amis, ça peut être un collègue, un voisin, une voisine. Je vous laisse juste quelques secondes pour y réfléchir. Ça y est, vous les avez en tête? Alors, maintenant, je vous invite à réfléchir aux caractéristiques de ces 5 personnes. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Quels centres d'intérêt ont-ils? Quelles opinions? Et si je vous avais laissé probablement un peu plus de temps, vous seriez arrivé à la conclusion que ces personnes-là, elles partagent beaucoup de choses en commun avec vous. Beaucoup de choses en commun, c'est des valeurs, c'est des centres d'intérêt, mais c'est aussi des opinions politiques. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a cette tendance naturelle à choisir les personnes qui nous ressemblent. Ça, c'est la sélection. Ensuite, et surtout, en fait, ces 5 personnes-là vont avoir une influence cruciale sur qui nous sommes et qui nous voulons être. Et cette question de l'influence, elle est particulièrement importante dans la question de l'engagement. La décision ou pas de s'engager dans un mouvement social va être profondément influencée par ces 5 personnes-là. Et elles vont nous influencer en nous disant tout simplement qu'elles sont positives ou au contraire qu'elles sont négatives par rapport à la problématique ou par rapport à la problématique de l'immigration, par exemple. Ou alors, elles vont aussi nous diffuser une série d'informations, nous donner les ressources qui sont nécessaires à notre engagement. Alors, cette influence et ce rôle joué par notre environnement social, on le retrouve également, et il explique une partie des raisons qui font que les réseaux sociaux sont particulièrement importants dans ces mobilisations, particulièrement importants dans l'organisation de ces mouvements, mais également particulièrement importants dans le recrutement de nouveaux membres. La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a d'ailleurs augmenté de manière relativement importante le nombre de ses membres en 2015 et en 2017, pendant le début de l'hébergement citoyen. Alors maintenant, je vous invite à repenser à ces 5 personnes qui sont importantes pour vous. Ces 5 personnes-là dans votre entourage, qu'est-ce qu'elles pensent de la question de la migration? Qu'est-ce qu'elles pensent des mouvements qui se sont mobilisés pour donner une aide aux migrants? Plus largement, votre réseau social, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qui se passe sur Facebook, sur votre mur Facebook? Décider ou pas de se mobiliser, en fait, n'est pas juste une question d'un charisme, d'un leader ou de politique, mais aussi de ces normes, de cet environnement social autour de nous qui vont nous amener ou pas à nous mobiliser. Si je repense à ce jour d'octobre 2015, quand je suis arrivé au parc Maximilien et que j'ai vu tous ces bénévoles, je ne vois pas des personnes qui sont particulièrement radicales dans leurs attitudes par rapport à la migration, mais je vois surtout des personnes qui ont été touchées par cette cause, qui aussi ont vu un impact direct de leur action sur les migrants et sur l'aide qu'ils pouvaient apporter. Mais je vois aussi et surtout les 5 personnes qui les entourent, toutes les normes qui ont fait que leur engagement a été possible et qui sont arrivés en fait jusqu'au parc Maximilien. Merci beaucoup Antoine pour votre présentation. Alors est-ce que ces bénévoles, ils ont un peu tous le même profil, que ce soit en termes d'âge ou de motivation par exemple? Alors, un élément marquant de ces mobilisations, c'est qu'il y avait une hétérogénéité, des profils très très différents en termes sociodémographiques, mais aussi en termes de motivation. Alors sociodémographique, oui, parce qu'en fait la question de l'humanitaire et de l'aide à des personnes dans le besoin, elle touche nos valeurs profondes, nos valeurs morales très profondes. Et donc du coup, tout le monde est plus ou moins touché par ça. Mais motivationnel aussi, parce que si tout le monde, tous les bénévoles étaient touchés par le fait de vouloir aider
autrui. Il y avait aussi toute une autre série de motivations qui peuvent amener les gens sur le terrain, des motivations plus individuelles. Et comme quoi, par exemple? Comme par exemple, je veux faire ça pour vivre une expérience, je veux faire ça pour avoir plus d'informations, je veux faire ça pour rencontrer des nouvelles personnes, même pourquoi pas pour avoir un réseau professionnel qui se crée, par exemple. Au niveau de la loi, est-ce qu'un bénévole ou un volontaire risque quelque chose s'il héberge un migrant? Alors en Belgique, il y a l'exception humanitaire, donc on a le droit d'héberger et d'aider quelqu'un, peu importe son statut légal, si cet hébergement et tout ça se fait dans un registre humanitaire. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on peut tout à fait héberger quelqu'un et le transporter dans le pays et lui donner et le nourrir, etc. C'est légal donc? C'est tout à fait légal. Et alors, du coup, je rebondis un peu sur ce que vous dites. On pourrait se dire, héberger un migrant pour une nuit, ça n'a pas beaucoup d'impact. Est-ce qu'on aurait raison de penser comme ça? Alors la question avec l'aide humanitaire, c'est un impact qui est à court terme. Je vais lui permettre de pouvoir recharger ses batteries, je vais lui permettre de pouvoir avoir un toit pour la nuit. Et la question à long terme de l'impact est plus délicate, mais j'ai tendance à dire que, en fait, déjà juste le fait de passer du temps avec les personnes, de pouvoir les réhumaniser dans les trajectoires de vie qui sont parfois très difficiles, amène des impacts à long terme chez l'individu. Donc toute aide est vraiment bonne à prendre. Tout à fait. Bien, écoutez, Antoine, un grand merci d'être venu sur notre plateau. On espère vraiment que cette mobilisation, elle va perdurer dans le temps. Un nouvel invité viendra nous parler de son projet. Ça se passe dans Pitch, très prochainement sur BX1.